Oh yes! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on jette un œil sur l'univers fabuleux des produits dérivés de la WWE. Il y en a eu des beaux, il y a eu des très payants, et quelques-uns ont marqué toute une génération. Par contre, ici au podcast, on s'en sacre complètement. On s'intéresse plutôt aux items plus que ridicules, ceux qui sont aucunement pratiques et ceux qui sont simplement affreux. Mesdames et messieurs, adultes de tous âges, le troisième câble commence. Là! Ok oui, bienvenue tout le monde à un tout nouvel épisode du podcast Le Troisième Câble. Le seul podcast de lutte qui va au-delà, oui madame, au-delà des quatre coins du ring. Ici votre animateur Y2 Joe Jonathan Champagne, toujours à son poste pour vous parler des vraies affaires. Et aujourd'hui, la vraie affaire, c'est les produits dérivés qui ont dérivé. Non mais c'est-tu pas beautiful ça? Entendez-vous le poétisme? Anyway, comme je disais dans l'épisode de la semaine dernière, la WWE est essentiellement une business et une de leurs branches les plus payantes est la vente de marchandises officielles, qui se fait soit par leur site www.shop.com ou dans leurs nombreux kiosques de chaque show que la fédération produit. Et là-dedans, madame, il y a de tout. Des t-shirts, des casquettes, des figurines, des jeux vidéo, des compilations DVD. Il y a même des répliques de ceintures de championnat. Vraiment, le name it, il y a du stock. Mais évidemment, il n'y a pas que du beau et du bon là-dedans. Comme vous allez remarquer, qu'elle soit farfelue, de mauvais goût ou complètement dans le champ, une nouvelle idée ne veut pas nécessairement dire une bonne idée. Et en voici la preuve, mes amis. Là, attachez vos trucs parce qu'on a du stock assez divertissant. Et en passant, tout ce que je vais vous nommer, c'est trouvable là, sur Google ou même YouTube. Parce qu'évidemment, je vais vous dire les noms d'items en anglais. Donc, si vous voulez aller voir, ça vaut la peine pour vrai. Là, fait que, en écoutant, là, prenez votre cellulaire, votre portable ou peu importe, votre tablette et allez chercher pendant que je vous en parle. C'est de toutes les beautés. Fait que on commence avec le volet alimentation. Parce que, oui monsieur, je vous entends me demander, le volet alimentation, what the hell? Ben oui, la WWE ont même fait dans la bouffe. Et vous allez voir, c'est assez absurde, les items reliés à la nourriture qu'ils ont vendus. Et en commençant, je peux pas ignorer les ice cream bars / les cookies sandwich. Pour ceux qui n'ont pas connu ça à l'époque, évidemment, ça se vendait pas mal plus aux États-Unis, donc je pense pas que c'était disponible au Canada. Mais oui, la WWE, anciennement la WWF, avait créé, dans les années 80, dans les années 90, des espèces de sandwichs à crème glacée sur un bâton. Et les biscuits de ces sandwichs-là, dans le fond, avaient un dessin de lutteur dessus. Il est là, en fait, le ridicule, c'est que tu pouvais manger ta sandwich à crème glacée à l'effigie de Macho Man Randy Savage tout en te rafraîchissant parce qu'il faisait chaud. Honnêtement, je trouve ça vraiment bizarre, surtout qu'apparemment c'était très bon. C'était du très bon stock. Par contre, y a-tu vraiment une demande de se manger un dessert congelé avec la face de Hulk Hogan imprimée dessus? Je le sais pas, mais bon, c'est mon opinion. Moi, je trouve ça absurde. Et en janvier de cette année, ils ont ressorti les sandwichs à la crème glacée, parce qu'ils avaient discontinué les anciennes versions en 2009, même si ça faisait déjà plusieurs années qu'ils en vendaient plus. Ils ont changé un peu la formule, c'est vraiment comme des cookies sandwich. Donc c'est vraiment plus comme ceux qui connaissent ça, là, les espèces de gros Klondike. Et encore une fois, avec un dessin de lutteur dessus, donc c'est pas rare là, de pouvoir manger ta belle petite sandwich sucrée avec la face de Roman Reigns ou John Cena là-dessus. Donc pour ceux qui s'intéressent, les Superstar Cookie Sandwich, c'est pour vous. Par contre, il risque d'avoir un délai dans la livraison parce que, comme j'ai dit, c'est seulement américain. On poursuit avec la boisson énergisante Raw Attitude Energy Drink. Ok oui, parce que la WWE s'est dit « Hey, on torche dans les chandails, dans les casquettes, dans toutes sortes de produits, nos figurines se vendent à pu finir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vendre? » Elle sait. Une boisson énergisante, oui. Parce qu'il y avait de la demande, ça a l'air.
C'était pas assez d'avoir des Red Bull, des Monster, des Rockstar, des Guru, et j'en passe. Il fallait qu'on aille la boisson énergisante de la WWE. Mais plus sérieusement, la WWE s'est associée en 2007 avec la compagnie Socko pour donc lancer cette nouvelle gamme de boissons énergisantes qui apparemment n'était pas aussi intense que les autres. C'était vraiment plus léger, plus rafraîchissant. Il y avait évidemment la boisson énergisante originale, Raw Attitude, mais il y avait aussi la Slammin' Citrus. Et apparemment, ça goûtait le crush à l'orange avec une belle petite touche de produits chimiques. Et pour ceux qui voudraient s'en acheter, c'est évidemment discontinué, mais ils en vendent quelques canettes sur eBay pour ceux qui seraient intéressés par le côté nostalgique de la chose. La Raw Attitude Energy Drink, c'est pour vous. La WWE s'est aussi lancée dans le livre de recettes, mesdames et messieurs. Et pas juste une fois, pas juste 2 fois, mais bien 3 fois. Parce que qui dit WWE, donc Fédération de lutte, dit aussi recettes inspirées des lutteurs. Et pour vrai, je niaise pas, on va surtout parler de l'original, donc du premier livre qu'ils ont sorti, qui s'appelle Can You Take the Heat? The WWE is Cooking. Et imaginez-vous donc, mes chers amis, ce livre a été écrit par good old J.R. Jim Ross lui-même. Et vraiment, là, on trouve de toutes sortes de recettes là-dedans. Toi, l'ami, tu t'intéresses aux crêpes Rock Bottom à The Rock? Ou peut-être au Knuckle Sandwich de Mick Foley? Et même peut-être à la salade de guacamole de China? Eh bien, ce livre est pour toi. Et de ce que je peux voir, pour vrai, oui, ça sonne ridicule, puis honnêtement, je trouve ça vraiment bizarre de me faire des recettes à mijoteuse inspirées de Stone Cold Steve Austin, mais ça a vraiment de l'air appétissant, puis ça donne vraiment envie de l'acheter par curiosité. Enchaînons maintenant avec nos marchands du positivisme de New Day, qui, honnêtement, eux autres, j'aurais pu faire un bloc complet de marchandises bizarres, douteuses, parce que tout ce qui touche, même si c'est ridicule, c'est rentable. Mais il y a une chose qui n'a pas tant vendu, et honnêtement, c'est pas dur de comprendre pourquoi. Je parle ici des New Day Pops. Un kit à faire ses propres popsicles. Ça sonne normal de même, ça sonne c'est festif, ça se vend l'été, ça peut être le fun. Mais dites-vous que les fameux tubes pour faire les popsicles, c'est des licornes. Parce que oui, de New Day, un de leurs symboles, c'est les licornes. Mais en même temps, New Day aime faire des blagues à double sens, on va se le dire. Je vous dirais que les licornes ont plus des formes phalliques, on va dire ça comme ça. Mais bon, à une certaine époque, la WWE vendait son propre kit à faire des popsicles à l'effigie de New Day. Et évidemment, ça n'a pas nécessairement duré longtemps pour les raisons que je viens de vous nommer. On reste encore avec New Day parce que j'ai vraiment pas le choix à ce stade-ci de parler des fameuses céréales Booty-O's. Cause they make sure you ain't booty. Et là, en passant, pour ceux qui savent pas, là, c'est une phrase qu'ils disaient sur eux autres, là. C'est pas moi qui viens d'inventer ça, là. C'est à chaque fois qu'ils parlaient de leurs céréales, c'est vraiment ça qu'ils disaient. They make sure you ain't booty. Évidemment, ça veut dire quoi, ça? You ain't booty. Ils font sûr que tu sois pas un trou de cul. C'est ça que ça veut dire. Et c'est vraiment, là, une idée complètement absurde, cette boîte de céréales-là. On se rappellera qu'ils avaient plugué la boîte de céréales surtout à WrestleMania 32 en 2016, quand ils étaient sortis sur le stage d'une géante boîte de céréales, habillée en plus en costume de Dragon Ball. Mais bref, évidemment, cette boîte de céréales-là s'est vendue, a fait des millions de dollars, c'est sûr et certain. Puis en fait, si on remarque vraiment la boîte, là, c'est des espèces de Cheerios mélangés avec les guimauves de Lucky Charms. Sauf que c'est pas un lutin qui a sa boîte, mais bien 3 gars musclés. Ça vous donne une espèce d'image, là. Une espèce de grosse boîte de céréales bleues avec des couleurs un peu de licorne, le jaune, le rose. Voilà, si ça vous intéresse de manger autre chose que des Fruit Loops puis des Frosted Flakes, ben les céréales sont disponibles sur le site de Fi.com. Je répète, les céréales Booty-O's, they make sure you ain't booty. Et on termine ce bloc avec l'idée la plus saugrenue que j'ai jamais vue de ma vie. Je me demande vraiment qui a pensé que c'était une bonne idée. On va se le dire, la pizza telle qu'on la connaît, c'est parfait de même. Hein, on est d'accord? Eh bien, imaginez-vous donc que la WWE, au milieu des années 2000, 2010 à peu près, se sont dit « Hey,
Pourquoi qu'on créerait pas une sorte de photo mangeable de nos superstars que les kids et les gens en général pourraient coller directement dans le milieu de leur pizza puis ils mangeraient ça? Et oui, c'est là qu'ils ont créé les Pizza Prints. Une photo de John Cena ou de Undertaker ou de Batista ou de Triple H ou de peu importe qui était dans le roster à ce moment-là. Vous commandez ça et dès que vous commandez une pizza quelque part, eh bien vous pouvez apposer cette photo-là en plein milieu de la pizza et vous mangez une partie de la face de ce superstar-là. C'est fou à quel point le colorant alimentaire est rendu technologique. Mais on va se le dire, les Pizza Prints, c'est non seulement une très belle façon de donner encore plus d'argent à la WWE de façon inutile, mais c'est aussi une manière subtile de préparer tes enfants à une vie de cannibalisme. C'est fantastique. Et pour ceux que ça intéresse, qui ont certaines restrictions alimentaires et diététiques, les images sont sans gluten et sont certifiées cochères. Avant de poursuivre, on va y aller avec le bref bulletin de nouvelles habituel. On apprenait dernièrement que la WWE aurait peut-être trouvé enfin une ville pour produire le plus gros événement de l'été, SummerSlam. Vince McMahon étant tanné de faire ses shows au Performance Center. Évidemment, ton deuxième plus gros pay-per-view de l'année, tu veux sûrement pas le faire dans un petit endroit fermé comme le centre d'entraînement. Et aurait peut-être trouvé une solution. Produire le show à Atlantic City, qui est quand même assez reconnu pour ses plages. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le gouverneur de l'État de New Jersey a réduit les événements de 100 personnes à 25 personnes. Mais les événements extérieurs, on peut aller jusqu'à 500 personnes. Donc, il y aurait beaucoup de chances que ça se passe sur une des nombreuses plages d'Atlantic City, ou il y a peut-être aussi des pourparlers pour faire ça sur un bateau de croisière. Donc, est-ce que c'est comme un retour non assumé du fameux Wrestle Vessel le temps d'une soirée? On ne sait pas. Évidemment, il n'y a rien de confirmé, mais ça reste à voir. Aussi, on apprenait cette semaine, et là, ça c'est assez sordide comme nouvelle pour vrai. Il n'y a rien encore d'officialisé. Il n'y a rien qui est 100% certain dans tout ça. Mais Marty Jannetty, anciennement de la WWE et de l'équipe des Rockers avec Shawn Michaels, aurait peut-être avoué que à l'époque où il était âgé de 13 ans, se serait fait agresser sexuellement par un monsieur et ne se serait pas laissé faire et l'aurait tué. Il disait dans son post qu'il aurait fait disparaître le corps et que le cadavre n'a jamais été trouvé. Par contre, que les policiers apparemment n'auraient pas cherché à la bonne place. Donc, c'est vraiment quelque chose à suivre. Apparemment, les policiers auraient ouvert une enquête. Donc, ça aussi, ça reste à voir, mais pas mal tout le monde a été pris par surprise par cette nouvelle. OK, poursuivons avec le volet vêtements. Parce que oui, évidemment, à la WWE, tout ce qui est chandail, veste, casquette, des bas même, ce sont des gros vendeurs dans leur boutique en ligne. Mais on pourrait pas en dire autant pour les prochains items que je vais vous nommer dans les prochaines secondes et prochaines minutes. Vous allez voir, il y a de l'absurde. Et on commence avec, selon moi, le plus inutile de la gang. Et je parle du chandail 9,99. Donc de 9,99 t-shirt. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous l'expliquer. Et pour ceux qui suivent la lutte, je vais vous rappeler. Le chandail 9,99 fait référence au WWE Network qui est 9,99. Évidemment, à l'époque, surtout de 2014 jusqu'en 2015, même peut-être 2016, la WWE poussait à pu finir leur maudit network à 9,99. Tous les lutteurs le glissaient dans leurs promos sur le ring, dans les entrevues en backstage. Les commentateurs, pendant les matchs, après les matchs, avant les pauses, peu importe, ça n'en parlait tout le temps. Et ils ont tellement voulu le plugger qu'ils ont collé ça sur un t-shirt. Donc, pour la modique somme de, attachez-vous bien, 9,99 évidemment, vous pouvez vous acheter le t-shirt pour souligner l'arrivée du WWE Network. Et honnêtement, c'est juste ça le chandail. Là. Il y a rien d'autre. Là. C'est un chandail noir avec un gros 9,99 décrit en blanc dessus avec le logo de WWE à l'arrière. Fait cocasse, le chandail en ce moment est disponible encore sur le site,
mais il est en spécial pour à peu près 6,28 US. On enchaîne maintenant avec l'item qui est selon moi le plus absurde du bloc que je vous présente. Je parle ici de la Daniel Bryan Beard Hat, la casquette en barbe de Daniel Bryan. Écoutez, allez googler ça, ça vaut vraiment la peine d'être vu, là. C'est vraiment une casquette marquée Daniel Bryan avec les contours où est-ce que c'est marqué Yes, Yes, Yes. Et la palette qui est faite en poêle. Oui, elle est faite en poêle parce que c'est pour simuler sa propre barbe. Parce qu'évidemment, je dois pas être le seul qui a demandé ça toute sa vie, avoir une casquette avec une palette faite en poêle de pinch. J'ai toujours rêvé de porter ça sur mon toupette. Honnêtement, je sais pas c'est qui dans le marketing là-bas qui s'est dit que c'était une bonne idée. Parce que oui, ok, en 2013, même 2014, Daniel Bryan était très populaire, mais son look, si on pourrait dire comme ça, incluant sa barbe, était quasiment aussi populaire que lui. Plein de sketchs tournaient autour du fait qu'il ressemblait à une chèvre, avec son look, les cheveux un peu longs, frisés, sa longue barbe. Mais pour vrai, je peux pas croire que quelqu'un qui a pensé que c'était une bonne idée de sacrer ça à vendre, peu importe le prix, je veux même pas savoir combien ça coûtait, ça m'intéresse pas. Fait que si vraiment, là, je suis sérieux, si quelqu'un a ça chez lui, ou a déjà eu ça, ou connaît quelqu'un qui a ça présentement, je veux voir ça, je veux vous connaître, contactez-moi, ça presse. On passe maintenant à l'équipe APA. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est évidemment Ron Simmons et Bradshaw qui s'appelait APA, donc Acolyte Protection Agency, qui était vraiment une équipe redoutable à la WWE, qui pouvait te sacrer une volée et ils étaient vraiment très crédibles dans leur job. Et pour une raison complètement inconnue, le département marketing de la WWE a cru bon utiliser cet acronyme-là, APA, pour créer un t-shirt Always Pounding Ass. Fait que pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ça a pas mal un double sens cette histoire-là. Pounding Ass qui voudrait dire à la base botter des culs, donc sacrer une volée, ce que Ron Simmons et Bradshaw faisaient très bien déjà. Mais ça l'implique aussi, comment je pourrais bien vous dire ça? Disons que ça l'implique un mouvement du bassin qui se fait à quelqu'un qui est penché devant vous ou à quatre pattes. Vous avez l'image en tête? Ouais? Excellent, on passe à autre chose. On poursuit donc avec le lutteur canadien Test, qui en 2003, dans les storylines, avait une espèce de ralentissement dans sa carrière, perdait tout le temps. Il trouvait que sa carrière faisait du surplace dans le fond. Et sa manager de l'époque, Stacy Keibler, a eu une idée de génie. Et c'était de rallumer la flamme de ses fans, parce qu'évidemment, c'était un méchant à l'époque, c'était un heel. Et Stacy Keibler pensait que c'était peut-être une bonne idée de se retourner vers les fans en leur montrant qu'il avait changé, que c'était un autre homme, et ainsi de suite, pour attiser peut-être la sympathie du public. Et pour ce faire, elle voulait donner un nom aux fans de Test, parce que c'était la mode à l'époque. Il y avait les Hulkamaniacs, évidemment, de Hulk Hogan, les Edgeheads, les Peeps de Christian, les Canaanites de Kane, et évidemment les Millions and Millions of Rock's fans. Donc c'était la mode à l'époque de nommer ses fans. Et attachez-vous bien, le nom qu'elle a sorti de son petit sac à surprise, c'était les Testicles. Le lien ici étant que le lutteur s'appelle Test et que ça fitait bien avec le mot Testicles. Non mais entendez-vous le bon goût, là? Entendez-vous les gazouillis du plaisir, là? Vous enivrez les oreilles? Fait que oui, à l'époque, la WWE pensait faire un coup de cash pas possible en sacrant ça sur un t-shirt pour Test qui était marqué « I love my testicles ». Ça, c'est du marketing, mes amis. M-A-R-K-K-K-Ting. Et honnêtement, je peux pas croire que 20 000 personnes à chaque soir étaient contents de se faire appeler les scrotums. Et s'il vous plaît, on passe à un autre sujet. Oh, et que vois-je? Cet autre sujet-là, mesdames et messieurs, est pire que les testicles de Test. Et oui, mesdames et messieurs, il y a pire que ça. Et ce qui est malheureux, c'est que ça inclut la lutteuse Chyna. Et un bref rappel de c'était qui ça, Chyna? C'était au départ la manager du groupe D-Generation X, composé de Triple H et Shawn Michaels. Et c'était comme leur bodyguard. Elle faisait près de 6 pieds, était musclée comme un train.
C'était une ancienne bodybuilder d'ailleurs. Et au fil des années, son personnage s'est développé. On lui a découvert un charisme qu'on n'avait jamais vu. Elle avait son propre personnage. Elle s'était vraiment détachée de D-Generation X et de son rôle de bodyguard. Elle était maintenant devenue une lutteuse à temps plein. Et en 2000, elle a même développé une relation amoureuse avec Eddie Guerrero. Et Eddie Guerrero était tellement amoureux, il lui donnait plein de cadeaux, des fleurs de chocolat. Et aussi, il avait créé, entre parenthèses, un chandail à son effigie. Évidemment, je dis entre parenthèses parce que c'est pas lui qui l'a créé, c'est la WWE. Et ce fameux chandail-là s'appelait Vagina Enter at Your Own Risk. Je vais le répéter parce que vous m'avez peut-être pas bien compris. Là, ça se peut, le volume n'était pas assez fort. Les écouteurs se sont déplugués à ce moment-là. Le courant y a coupé. Ça me fait plaisir. Le t-shirt Vagina Enter at Your Own Risk. Parce que oui, le beau jeu de mots ici, ça impliquait que la WWE voulait être évidemment un petit peu plus edgy, un petit peu plus controversé, un petit peu plus osé. Et China, visiblement, rimait avec vagina. Donc écoute, 1 plus 1, dans la tête de plusieurs personnes, ça a l'air de faire autre chose que 2. Et ils ont décidé d'appeler le t-shirt Vagina. Et en arrière, c'était écrit Enter at your own risk. Honnêtement, ce chandail-là est sorti dans l'ère Attitude, donc la Attitude Era, qui à la base quand même était génial. Les choses pas possibles qui se sont passées dans cette ère-là, qui ont fait en sorte que la WWE s'est propulsée à des sommets qu'elle n'avait jamais atteints. Mais évidemment, il y avait plusieurs failles dans cette ère-là. Dans la Attitude Era, il y en avait beaucoup des erreurs et des trucs de mauvais goût qui se passaient. Et ça, c'en était un, le chandail Vagina, Enter at your own risk. Et comble de malheur, mesdames et messieurs, il existe encore plus pire que ça. Oh que oui! En 2002, durant la rivalité entre Triple H et Kane, j'espère qu'il y en a qui me voient venir, apparemment, Kane aurait eu un accident d'auto avec sa blonde de l'époque qui s'appelait Katie Vick. Et de ce qu'on a pu comprendre à ce moment-là, c'est que Kane avait survécu, mais sa blonde Katie Vick avait malheureusement péri dans l'accident. Et que Kane aurait supposément profité de l'occasion pour se découvrir un côté nécrophile, si je peux me permettre. Oui, oui. Et Triple H disait à l'époque qu'il avait même des preuves vidéo. Et ces preuves vidéo-là étaient en fait Triple H lui-même, déguisé en Kane, dans un faux salon funéraire, approchant un faux cercueil dans lequel se trouvait une mannequin qui représentait Katie Vick, habillée de son suit de cheerleader, et Triple H qui monta dans le dit cercueil pour zigner le mannequin. Si vous trouvez rien de wrong dans tout ce que je viens de vous dire, bien vous êtes décédé de l'intérieur, mesdames et messieurs. Et la raison pourquoi que je parle de cette histoire sordide-là, qui évidemment s'est jamais passé pour de vrai, inquiétez-vous pas, là. Kane n'a jamais fait ça à une morte. Et d'ailleurs, il n'y a aucune Katie Vick qui existe et qui est morte non plus, là. Allez pas chercher sur Internet. Mais la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est que en édition limitée, ils ont décidé de mettre à vendre ce fameux uniforme de cheerleader de Katie Vick. Et apparemment, c'est un des membres du staff du site WrestleCrap, qui est un des propriétaires de ce dit uniforme. Il mentionne que ça vient avec un set de petites culottes, de brassières, une perruque, ainsi que le kit de cheerleader. Tout ça pour la modique somme de 200$. Et là, honnêtement, je reviens au sérieux, là. Ça n'a aucun bon sens que la WWE pensait que c'était une bonne idée de faire de l'argent sur cette histoire de marde-là qui est encore reconnue aujourd'hui comme la pire histoire que la WWE a créée et écrite parce que ça l'a été écrit, là. Il y a quelqu'un qui a écrit ça sur papier, là, comme quoi que Kane avait fourré une morte et qu'il y avait des preuves vidéo là-dessus. Et c'est épouvantable, pour vrai, là. Et le pire dans tout ça, là, selon moi, c'est que cette histoire-là a commencé à Montréal. Oui, oui, mes amis, j'étais là, live, en octobre 2002, pour un Raw qui était présenté au Centre Bell, le Centre Molson à l'époque. Et après le main event, qui était un TLC match, et c'était complètement fou comme match, mais là, c'était aussi avec des lutteurs un peu différents, qu'on n'était pas habitué de voir à l'époque. Et c'est ça qui terminait le Raw à Montréal. Et tout de suite après le combat, Triple H arrive, accompagné de Ric Flair, et commence à parler de cette histoire de boîte-là.
Donc, si ça vous intéresse, je vous connais pas, mais vous pouvez toujours aller voir ça. Le Katie Vick Outfit, qui est heureusement pas disponible sur le www.shop.com. On est maintenant rendu au segment croc en jambe et descente du coude. Donc, cette semaine, mon croc en jambe revient à Vince McMahon, qui est en train de totalement perdre le contrôle sur son équipe. Là, c'est dans les derniers jours, dans les dernières semaines, là, ça a été prouvé comme quoi que c'est complètement le chaos dans les bureaux, en backstage. C'est même arrivé quelques fois comme quoi que un enregistrement d'épisode se fait et le show est même pas encore terminé d'écrire. Ça commence étrangement à ressembler à ce qu'était la WCW dans ces dernières années. Honnêtement, ça commence à faire peur et je dois pas être le seul qui trouve ça laborieux, mais extrêmement laborieux de regarder Raw ces temps-ci. SmackDown, c'est pas si mal. C'est un petit peu mieux géré, c'est mieux écrit. Évidemment, c'est juste 2 heures. Mais les 3 heures de Raw commencent à être vraiment pénibles. Quand on apprend justement que tous les segments sont réécrits et réécrits. C'est pas pour rien qu'on sent que les émissions sont rushées. Ça vient évidemment de Vince McMahon, qui prouve encore une fois qu'il est vraiment temps qu'il laisse sa place. Dans un tout autre ordre d'idées, ma descente du coude de la semaine revient à M. Dwayne Johnson, The Rock lui-même, qui a, mesdames et messieurs, acheté la XFL. Donc oui, j'en parlais dans mon dernier épisode, comme quoi que la XFL était à vendre. Eh bien, comble de malheur, la journée même que je postais l'épisode, on apprenait que la Ligue de football se faisait acheter par The Rock lui-même, ainsi que sa partenaire et ex-femme Danny Garcia, et la compagnie Redbird Capital, pour un petit montant de 15 millions de dollars. Donc évidemment, on n'a aucun autre détail. Qu'est-ce qui va arriver avec la Ligue? Est-ce qu'ils vont faire des changements dans la structure? Est-ce qu'ils vont rajouter des équipes? Comment les matchs vont se dérouler? Est-ce qu'ils vont changer les règlements? On ne sait même pas évidemment si la Ligue va revenir, quelle date elle va revenir. Ce qui est sûr, c'est que pendant la pandémie, ça sera impossible de commencer la Ligue. Donc ça va sûrement devoir attendre une bonne année facile. Par contre, ce qu'on peut être sûr, c'est que s'il y a quelqu'un dans le monde qui peut faire quelque chose de bon avec cette Ligue-là, c'est The Rock lui-même. Tout ce qui touche se transforme en or ces temps-ci. Et lui-même étant un ancien joueur de football, il va savoir quoi faire avec cette Ligue-là. On passe maintenant au 3e bloc, le volet « Qu'est-ce que c'est ça ?» Et pourquoi je dis « Qu'est-ce que c'est ça ?» Ben, écoutez, si vous pensiez que les 2 derniers blocs étaient bizarres, j'espère que vous êtes bien assis parce que vous allez vraiment tomber en bas de votre chaise. Ça n'a aucun bon sens que la WWE a pu marketer, entre guillemets. Et commençons tout de suite avec les fameux Maximum Sweat Action Figures. Donc, comme ça le dit, évidemment, c'est des figurines. Mais c'est quoi ça, Maximum Sweat? Écoutez, premièrement, c'est des figurines qui ont été faites par la compagnie Jakks Pacific. C'était pas mal la grosse compagnie là, qui s'occupait des figurines de la WWE à l'époque. Et ce qui pas mal les faisait sortir du lot, c'est surtout le niveau de détail qu'ils mettaient dans les figurines. Ils étaient très réalistes. Et la WWE étant la WWE, ils veulent tout le temps pousser ça d'une coche. Et même, je dirais, de plusieurs coches dans ce cas-ci. Parce que non seulement pour les Maximum Sweat Action Figures, ils ont décidé de pousser le détail sur les muscles encore plus loin pour qu'ils aient l'air d'être piqués sur les stéroïdes total. Le niveau de muscles avec les veines qui sortaient sur les figurines. Mais apparemment, il y avait de la demande dans le milieu des jouets pour que ces dites figurines suent. Oui, c'est pour ça que ces figurines-là s'appelaient les Maximum Sweat Action Figures. C'est parce que leur grosse caractéristique, c'était qu'elles pouvaient suer. Donc, il y avait un petit compartiment à l'arrière pour mettre de l'eau. Et à plusieurs moments, elles se mettaient à suer. Mais pas juste suer, genre, il fait chaud, tu dégoûtes un peu. Non. C'était les chutes Niagara, là. Ça dégoûtait. Fait que c'était non seulement pas du tout pratique, mais en plus, c'était complètement ridicule. Voyons, on a une figurine qui dégoûte d'eau pour faire semblant qu'elle sue pendant que tu recrées un match classique. Fait que la seule façon que tu pouvais vraiment jouer, c'était soit dans ton bain ou dehors. On poursuit avec le fabuleux Punjabi Prison Playset. Bon, premièrement, moi-même étant jeune, je possédais le ring officiel avec, évidemment, les grosses figurines LJN et le nombre de temps que j'ai passé là-dedans à recréer des matchs puis des moments spectaculaires. Évidemment, au fil du temps,
Mais ils renouvelaient évidemment la formule en modifiant les rings, en modifiant évidemment les figurines. Mais ça faisait toujours partie un peu du kit de base des amateurs de lutte et des amateurs de figurines. Donc au fil des années, ça s'est pas mal modifié, ça s'est renouvelé pour rajouter des éléments, pour ajouter un stage, pour ajouter un kit qui fait de la musique quand le lutteur entre. Et un jour, le chef du marketing à la WWE s'est dit « Pourquoi pas créer un nouveau playset qui permettrait aux fans de recréer le fameux Punjabi Prison Match ?» Pour être bref, c'est sûrement le pire gimmick match jamais présenté à la WWE. Parce que le Punjabi Prison, c'est un match à double cage, si on veut. Donc, une première cage qui contourne le ring, avec une deuxième plus grande cage à l'extérieur du ring. Et ces deux cages-là sont faites en bambou. Et donc, pour gagner ce match-là, il fallait non seulement sortir de la première cage, mais aussi de la deuxième cage. Et c'était un match assez compliqué et assez ennuyant, surtout qu'il y a juste eu 3 combats de la sorte, dont 2 où The Great Khali faisait partie. Donc on peut imaginer à quel point c'était un match de bouette. Et la WWE s'est dit que ça serait une super bonne idée de faire un playset avec le match le plus plate ever. Donc pas besoin de vous dire que ce kit-là a été un flop total et n'a pas vendu beaucoup. Et surtout, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Le troisième item sur ma liste concerne Undertaker. On se rappellera qu'à une certaine époque, pendant plusieurs années, Undertaker évidemment avait son manager Paul Bearer et M. Bearer apportait toujours une urne qui apparemment là, donnait de la force à Undertaker. Mais c'était pas mal un de ces symboles qui représentait le lutteur. Et donc, la WWE étant ce qu'elle est, a voulu marketer ça et a donc sorti une urne commémorative de Undertaker. Ce qui en soi peut être une bonne idée en tant que telle, vu que c'était un item qu'on voyait à chaque semaine, et ça aurait pu vraiment marcher, ça aurait pu être payant à mon avis. Par contre, ils ont eu la pas très brillante idée d'en faire seulement une espèce de bibelot. Ce que je veux dire, c'est que c'était une grosse affaire en stainless ou en résine, peu importe, marqué « Thank you Taker » dessus, extrêmement pesante, dans un espèce de mini cercueil noir. Mais si vous vous souvenez, la particularité de l'urne, c'est qu'on pouvait l'ouvrir, l'urne. Mais celle-là ne s'ouvrait pas. Donc, c'était vraiment juste un gros bibelot chromé. Tu peux rien faire avec, à part l'épousseter, parce que ça va prendre la poussière, on s'entend. Et, attachez-vous bien, ça se vendait pour la modique somme de 90$. Fait que pour 90 tomates, tu pouvais te procurer une espèce de grosse roche chromée, puis that's it. Donc, une belle main d'applaudissement pour le département marketing de la WWE. On poursuit maintenant avec le 4e produit sur la liste. Et pour une raison quelconque, un gros aspect de la culture pop dans les années 90, c'était en tant que business d'avoir une marque de produits d'hygiène personnelle. Et la WWE, n'étant aucunement indifférente à ça, a décidé de se lancer dans cette branche-là et a décidé de vendre sa propre ligne de savon. Mais attention, comme j'ai déjà dit, la WWE voulant toujours pousser une coche de plus, non seulement tu avais un savon à l'effigie de la WWE, mais en plus le savon parlait. Parce que oui madame, ils ont sorti le Talking Soap. Donc, pour toi, l'ami qui a toujours rêvé de se frotter une barre de savon avec la face de Stone Cold Steve Austin dessus, c'était possible. Donc, tu te lavais avec cette dite barre de savon, et pendant que tu te nettoyais, ben, ça criait des affaires comme « And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so ». Et la WWE a cru que c'était une excellente idée. Le problème, c'est que la barre de savon avait une certaine défectuosité, c'est qu'elle n'arrêtait pas de parler. Il n'y avait aucun piton off. Évidemment, les génies de marketing se sont dit, crème, on va mettre un speaker dans la barre de savon, fait qu'ils vont pouvoir parler, mais ils n'ont pas pensé mettre un piton pour l'éteindre. Ce qui arrivait, c'est qu'après avoir fini de te laver et que tu déposais la barre de savon, mais ça continuait de parler, puis tu l'entendais pendant ton sommeil dans la salle de bain, jusqu'à temps que tu sacs ça au vidange, puis que tu ne l'entendes plus finalement. Donc, une autre excellente idée de génie, de créer un savon qui parle et qui se ferme jamais la gueule. On poursuit maintenant avec le côté creepy de l'émission. Pourquoi je dis creepy? Ben, c'est bien simple.
La WWE voulait vraiment à une certaine époque mettre leur logo sur absolument tout, et non seulement mettre leur logo, mais aussi mettre le nom et des fois même le visage de la plus grande superstar qu'ils ont jamais eue, de la superstar la plus rentable de l'histoire, que j'ai nommée Stone Cold Steve Austin. Et ils ont décidé à une certaine époque de sortir, attention, un Little Stone Cold. Et je t'entends l'ami au loin me dire « C'est quoi ça, Little Stone Cold, monsieur? » Ben c'est bien simple, c'était une poupée de bébé en porcelaine à l'effigie de Stone Cold Steve Austin. Parce que, encore une fois, apparemment, quelque part dans le monde, il y avait de la demande pour ce genre de cossin-là. Et j'ai la photo devant moi, pour vrai, c'est creepy AF. C'est vraiment une poupée de porcelaine qui porte la veste de Stone Cold marquée Austin 316 dessus, avec une casquette à son effigie. Elle tient sa ceinture qu'il avait personnalisée lui-même, la Broken Skull Championship. Elle a même ses shorts en jeans et sa petite chaîne en or. Et pour vrai, là, tu regardes les yeux de la poupée et elle regarde le fond de ton âme. Et si je ne ferme pas la page dans les prochaines secondes, je brûle sur place. Et pour terminer ce bloc, vous pensiez encore une fois que c'était le plus bizarre? Eh bien non, parce qu'il y a pire. Et encore une fois, on a un cas ici d'une fédération qui veut mettre son nom et surtout son logo absolument partout. Et encore une fois, de mettre le nom de sa plus grande superstar, encore une fois Austin, et ont décidé de sortir en partenariat avec la compagnie Lifestyles. Et oui, leur propre gamme de condoms à l'effigie de Steve Austin, appelée Stone Cold Condoms. Oui, les Stone Cold Condoms. Et ça existe pour vrai. Évidemment, c'est discontinué aujourd'hui, mais un des exécutifs à la WWE, M. Bruce Pritchard, qui a posté une photo sur son compte Twitter en 2018 pour prouver que ça existe vraiment. Et j'ai la photo devant moi, c'est vraiment là... vendu à l'unité dans des petits cartons pliants marqués WWF Attitude, World Wrestling Federation, Play Safe. Parce que, évidemment, la WWF voulait que les couples représentent leur compagnie dans leurs activités de chambre en s'enveloppant la viande dans un caoutchouc marqué WWF. Et je trouve ça tellement, mais tellement absurde. C'est pas marqué, là, par contre, s'il y avait différentes grandeurs, là. Mais ce que je pourrais dire, c'est que sa fameuse phrase « Austin 316 says I just whooped your ass » vient de prendre un tout nouveau sens. En terminant, je pouvais pas finir l'épisode sans parler de Hulk Hogan, qui est pas mal, évidemment, la figure de lutte la plus connue mondialement. Et étant le plus connu mondialement, son nom, son image a été collé sur tous les produits imaginables. Et pour vrai, guys, allez vérifier ça sur Internet. Des affaires, il s'en est créé à l'image de Hulk Hogan depuis les années 80. C'est n'importe quoi. Donc, le dernier volet de l'épisode va être entièrement consacré à Hulk Hogan. Et attachez vos tucs parce qu'il y a de l'absurde ici. Ça va être très divertissant. Et on commence avec les Hulkster Cheeseburgers. Parce que oui, Hulk Hogan, à un moment donné, a décidé de créer sa propre marque de cheeseburger congelé. Et comme on dit cheeseburger congelé, on n'est pas surpris d'apprendre que c'était non seulement pas des vraies boulettes, mais c'était pas non plus du vrai fromage. Mais bon, on s'en fout, si c'est bon dans la gueule, c'est bon dans la gueule. Et honnêtement, y a-tu quelque chose de mieux qui dit snack gourmet comme un bon vieux cheeseburger endossé par Hulk Hogan après une grosse soirée de beuverie à 3h du matin? Moi honnêtement, je connais rien d'autre. Enchaînons maintenant avec le War Bonnet. Oui, le bonnet de guerre de Hulk Hogan. C'est quoi ça, un bonnet de guerre? Ben, le terme est peut-être pas exact, mais imaginez un vieux casque de gladiateur là, en plastique rouge et jaune, marqué Hulkster dessus, avec un gros point en plastique sur le dessus du casque. Allez voir ça sur Google, là, c'est très vrai. Là, il l'a même porté sur le ring. Donc oui, visiblement, Hulk Hogan voulait jouer le rôle de Spartacus. Et que ça a floppé, et heureusement que ça n'a pas duré longtemps comme produit. Et on peut comprendre facilement que ça s'est jamais vendu, cette cochonnerie-là. Poursuivons notre volet spécial en parlant du milieu de la photographie. Parce que, oui, mesdames, messieurs, notre cher Hogan
Avant, évidemment, les caméras de téléphone cellulaire et même les caméras numériques, Hulk Hogan a prêté son nom et son image à une caméra jetable avec la Hulk Hogan Signature Camera. Allez voir ça, c'est vraiment bizarre. Comme je viens de le mentionner, c'est évidemment une caméra jetable, mais il y a un petit twist là-dedans. C'est que chaque photo qu'on prend avec l'appareil, il y a une petite image dans le coin de Hulk Hogan qui apparaît. Que ce soit pour vos voyages dans le sud, ou que ce soit votre petit road trip au zoo de Granby, ou même ceux qui pensent faire des petites folies dans la chambre. Ben, soyez conscients que chaque photo que vous allez prendre, il y a un gros Hulk Hogan dans le coin à droite qui va apparaître. Donc, à vos risques et périls, à noter que le fameux sextape de Hulk Hogan vient de prendre tout son sens. On enchaîne avec un item qui est, ma foi, assez creepy, selon moi. Et je sais de quoi je parle parce que je viens d'écouter le démo. Imaginez-vous donc que Hulk Hogan s'est lancé aussi dans le fitness. Évidemment, c'est pas rare qu'un athlète, que ce soit un lutteur ou un joueur de hockey ou peu importe, se lance dans les vidéos de fitness. Sauf que là, ici, on parle pas d'une vidéo, mais on parle bien d'une cassette audio. Donc, pour les petits jeunes qui n'ont pas connu ça, là, qui se demandent c'est quoi ça, une cassette, imaginez-vous donc à l'époque, dans les années 80, ce n'était pas des CD, mais bien des cassettes. Eh bien, Hulk Hogan a sorti sa cassette audio d'entraînement physique pour les enfants. Là, s'il n'y a rien de tout ça que vous trouvez weird, je sais pas vous êtes qui, là, mais vous êtes vous-même un weirdo, je crois. Allez entendre ça pour vrai, c'est complètement bizarre. Il y a une belle petite musique entraînante en background pendant que Hulk Hogan utilise sa grosse voix et vous encourage là, à lever vos haltères et à bouger vos bras. Là, puis Come on, little Hulksters, move faster! C'est vraiment d'un creepy sans nom. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec, honnêtement, l'affaire la plus bizarre, la plus absurde que j'ai vue de ma vie. Et la raison pourquoi je ris, c'est que, évidemment, avant d'enregistrer le volet, j'ai été regarder le vidéo et c'est complètement over the top. Je vous invite fortement à aller voir ça. On s'entend que Hulk Hogan est pas né dans l'ère digitale. Et quand même, bien que sa fanbase continue d'être quand même jeune, Hogan n'est pas fait pour être sur le web. Ce que je veux dire, c'est que notre cher lutteur ici présent a décidé, il y a quelques années, de se lancer une compagnie d'hébergement web appelée Hostmania. Un beau petit jeu de mots avec le Hulkamania. Le problème dans cette affaire-là, c'est qu'il a lancé sa pub, évidemment, pour promouvoir sa compagnie. Et sans expliquer en détail ce qui se passe vraiment dans la pub, parce que ça commence vraiment de façon bizarre, c'est pas explicable. Mais t'as Hulk Hogan qui arrive assis sur une grosse roche en parodiant le fameux vidéoclip de Miley Cyrus, Wrecking Ball, et t'as notre gros lutteur célèbre assis sur sa grosse roche, en G-string, mesdames et messieurs, avec sa chanson American Made qu'il utilisait à la WCW. Ça n'a pas de sens, c'est vraiment là, il n'y a aucun lien entre sa compagnie et la pub en tant que telle. Allez voir ça, ça n'a aucun bon sens. Donc je répète, Hostmania, Hulk Hogan qui lance sa compagnie d'hébergement web en parodiant le vidéoclip Wrecking Ball de Miley Cyrus. Écoutez, juste ça, sans voir le vidéo, si vous n'êtes pas en train de vous plier de rire, vous êtes mort en dedans. Et imaginez-vous donc, on va terminer le bloc là-dessus, j'ai pas le choix vraiment là de mentionner ça au passage. Un item qui n'a malheureusement jamais vu le jour, mais qui selon moi aurait pu vendre malgré tout. Je parle ici des Hulk Hogan Meat Warming Shoes. Oui, Hulk Hogan avait lancé un concept à l'époque d'un soulier qui réchauffe la viande. Oui, vous avez bien compris, c'est vraiment un soulier avec un compartiment qui s'ouvre au niveau de la semelle et qu'on peut y mettre notre bacon ou notre beef jerky et le faire réchauffer. Donc après les couvertes chauffantes, après les volants chauffants, voici les chaussures qui réchauffent votre viande. Et honnêtement, j'aurais vraiment voulu voir ce concept de soulier-là un jour. Peut-être même en acheter juste pour voir à quel point c'est totalement ridicule comme concept. Mais bon, comme j'ai dit, ça s'est jamais rendu plus loin qu'une idée dessinée sur un papier. Et voilà mes amis, c'est ce qui termine le podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment apprécié.
Continuez de me suivre sur baladoquebec.ca, sur YouTube, sur Facebook, le troisième câble podcast. Et j'aimerais vous laisser aujourd'hui avec une fameuse phrase de sagesse, non pas du capitaine Patnaud, mais cette fois-ci de notre ancien premier ministre Jean Chrétien, qui avait déjà dit en 1978 « Un des gros problèmes des gens du Québec, c'est que eux, ils seraient heureux d'avoir des ambassadeurs québécois en Cadillac avec un flag sur le hood. » Sur ce, je vous dis ciao, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, car le troisième câble se termine là.